fantastique, c'est l'irruption du surnaturel dans la réalité. Bienvenue chez Acrodacro Livre. Le fantastique s'invite dans son émission littéraire qui a pour titre La Petite Librairie. Je suis heureux d'accueillir Sylvie Ginestet. Bonjour. Émilie Ancio. Bonjour. Vanessa Dubaniewicz. Bonjour. Et Alain Ginelli. Bonjour. Pourquoi la littérature fantastique et comment définissez-vous votre fantastique, Vanessa? La littérature fantastique, ça me permet de m'évader. C'est surtout ça que je cherche quand j'écris. C'est un monde où tout est possible. Donc forcément, on quitte le monde réel pour le monde du rêve. Et mon fantastique à moi, je le qualifierais plutôt de conte de fées moderne. Émilie. Donc moi, j'ai pas vraiment choisi d'écrire du fantastique quand je me suis mise à écrire. J'ai commencé à écrire une histoire, à écrire un peu tout ce qui me plaisait. Et puis à la fin, il s'est avéré que c'était un livre fantastique en fait. Alain. Le fantastique est un moyen que j'utilise afin de faire voyager mon personnage dans le temps. Sylvie. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, c'est un petit peu comme Émilie, c'était pas spécialement du fantastique, et il s'est avéré que c'est les lecteurs qui m'ont dit que c'était du fantastique, même si l'histoire reste pour moi du fantastique réel. Et Sylvie, tes auteurs, genre littéraire, et d'où puisses-tu tes influences? Quels sont tes auteurs préférés? Incontestablement, mon auteur préféré, c'est Stephen King, depuis tout le temps. Ensuite, je dirais que j'aime beaucoup aussi Patricia Cornwell, et récemment, j'ai découvert un autre auteur un petit peu du même style que Stephen King, c'est Dean Koontz, et c'est aussi très intéressant, je le recommande. Et paradoxalement, j'ai jamais rien lu sur les vampires. D'accord. Alain. Mon auteur préféré, c'est Tolkien et sa mythologie très particulière. Donc, à travers ses écrits, j'ai pu découvrir un monde imaginaire. Ce monde imaginaire m'a servi à pouvoir faire voyager mes personnages dans le temps. Et qui dit voyage parle aussi de Jules Verne dans les influences ou dans les lectures. Voilà, on est tous porteurs de lecture depuis notre plus jeune âge. J'aimais beaucoup Jules Verne, c'était un de mes auteurs préférés. Et quelques auteurs un peu plus philosophes, psychologues? Oui, j'ai beaucoup apprécié Victor Hugo et la fluidité de ses écrits. Et aussi des livres plus psychologiques, notamment ceux de Freud et de Dolto. Émilie, quels sont tes auteurs pour toi? Donc moi, il y a deux auteurs principaux qui, consciemment ou inconsciemment, m'ont vraiment beaucoup influencé quand j'ai écrit Eclipsis. C'est Philippe Pullman avec La Croisée des Mondes et Stephen King avec La Tour Sombre. Sinon, au niveau de mes lectures, je suis vraiment très éclectique, j'ai pas de genre particulier. Et je suis une inconditionnelle d'Amélie Nothomb et j'aime aussi beaucoup Jean-Christophe Granger. Vanessa? Moi, je rejoins Émilie, donc je suis très éclectique, je lis tout depuis toute jeune. Et je vais dire, les auteurs qui m'ont influencée, c'est dès mon enfance Lewis, avec les Chroniques de Narnia. Et ensuite, plus récemment, ici, j'ai découvert Anne Robillard avec Les Chevaliers d'Émeraude. Et le monde moyenâgeux, forcément, ça m'a influencé pour écrire mes chroniques. Sylvie Ginestet, on va parler un petit peu de vous et de votre livre Le Miracle. On raconte une nouvelle existence que vit Lily. Et cette Lily serait-elle un petit peu vous qui vivez nouvellement ici en Belgique? Oui et non, parce que moi j'habite en Belgique maintenant depuis février 2012, donc c'était pour renouveler ma vie un petit peu, pour faire un changement, et donc ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup plus de temps pour l'écriture. Et non, la vie de Lily dans Le Miracle est un petit peu différente. On va simplement dire que on a tous une part de nous dans nos livres, hein, c'est évident, parce qu'on les écrit, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et je dirais que la chose qui a vraiment le détail qui est vraiment en relation entre moi et Lily qui peut faire le lien, c'est dans le chapitre numéro 1. Après ça devient vraiment fantastique.
Alors c'est quand même un fantastique dans un décor tout à fait réel et contemporain. Ah oui, complètement, ça se passe de nos jours, dans des endroits connus. Alors fantastique parce que c'est dans le domaine des vampires. Voilà, après on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas l'héroïne elle y croit. Et donc c'est une héroïne qui cherche un premier contact avec les vampires. Voilà, oui, elle cherche à améliorer sa vie parce que depuis qu'elle est née, elle vit physiquement très mal, elle est tout le temps malade, etc. Donc elle n'a pas 36 solutions et elle se dit que comme toutes les légendes ont des sources réelles en fait, elle se dit que peut-être les vampires existent et donc elle va se mettre en quête de trouver un vampire qui va l'aider à avoir une vie meilleure. D'accord. Une histoire humaine, fantastique, à l'encontre des vampires. Voilà, c'est les vampires vus différemment. J'ai un slogan pour mes livres, c'est les vampires comme vous ne les avez jamais lus. Très beau slogan. Merci. Émilie, une héroïne très dynamique, et d'où puise-t-elle cette énergie et cette détermination? Est-ce qu'on pourrait la rencontrer à Mons, en train d'éplucher plusieurs parchemins? Bon oui, on pourrait sûrement. Donc je rejoins Sylvie, on met tous un petit quelque chose de nous dans nos personnages. Donc je pense que c'est évident qu'Angélique, c'est un peu moi, d'une certaine manière. En fait, ce qui me plaît dans l'histoire d'Eclipsis, c'est qu'on a une multitude de mondes qui sont tous imaginaires, certains non, puisqu'il y a la Terre aussi dans ces mondes, mais tout est possible dans ces mondes. Avec le fantastique, c'est ce qui me plaît, c'est qu'on peut tout inventer, on peut tout créer à partir de rien. Et comme je suis une insupportable touche-à-tout qui aime tout et qui aime se diversifier, à mon avis, c'est par là que je rejoins Angélique. Vanessa nous vient de Charleroi, institutrice, et alors surtout, elle écrit depuis toute petite. Mais cette écriture-là a été oubliée et puis retrouvée. Oui, mais c'était par hasard, en rangeant mon garage. C'est un moment où j'étais pas bien du tout dans ma peau. Et donc, en retombant sur ce cahier, je me suis demandé un petit peu ce qu'il faisait là. Et je suis retombée sur quelques lignes gribouillées à la hâte, au travers du miroir, l'histoire d'une jeune fille qui traversait un miroir, qui se retrouvait dans un monde avec des chevaliers, des princes, des elfes. Et elle se retrouvait confrontée à un gros méchant, mais je ne savais même pas encore le nom de ce gros méchant. Et elle devait le combattre pour pouvoir retrouver sa vie, la vie qu'elle connaissait depuis toujours. Alors ça a évolué, parce que bon, c'est plus vraiment ça, l'histoire est quand même plus complexe. Et de ces quelques lignes, sont sorties quand même une chronique complète, donc de 5 livres. Le premier tome ici, Le Miroir de Borgotte, vient d'être publié, et bon, la suite, on l'attend. Donc les chroniques du monde des étoiles. Donc là, le moyen de transport est ce fameux miroir. Oui. Dans Eclipsis, le moyen de transport, ce sont des portes, Oui. qui permettent de passer d'un monde à l'autre. Et nous avons Alain qui nous raconte la vie de François. Alors Alain, je suis heureux de faire sa connaissance parce qu'il a un parcours quand même très très impressionnant. Et je ne peux m'empêcher de tisser un lien entre cette vie et son livre. Ça a été un travail de longue haleine, de 2 années de recherche, et ça m'a permis aussi de faire un travail sur moi-même, un travail un peu thérapeutique. Sylvie Ginestet, il existe une version traduite du Miracle. Oui, il existe la version traduite en anglais, c'est dans The Quest. Ça m'a semblé judicieux de le faire, déjà parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont anglophones et donc ça leur permet de me lire. Et puis j'aime bien l'écriture anglaise, donc voilà, je l'ai traduit en anglais et la recouvrance est en cours de traduction aussi. Une première expérience concluante avec The Quest? Pour l'instant, je le vends surtout sur un site en ligne parce que je ne peux pas tellement aller le promouvoir aux États-Unis ou ailleurs. Et effectivement, il y a des gens qui achètent mon livre et qui font des bons commentaires sans du tout me connaître. Ce qui est très intéressant dans les 4 romans, Le Miracle de Sylvie Ginestet, La Prophétie de Kemenu d'Alain Ginelli, Eclipsis d'Émilie Ancio et alors Le Miroir de Borgotte de Vanessa Dubanevich, c'est que vous avez tous et toutes un moyen de transport.
notamment dans le tome 2, on parle de téléportation. On a tous plus ou moins rêvé, étant petit, de pouvoir voyager en téléportation, de se trouver à un endroit et de revenir à un autre endroit. On a l'armoire dans la prophétie, on a les portes et on a le miroir. Donc, est-ce que ça traduit chez l'un et chez les autres une envie de voyager? Rapidement. Rapidement, de voyager rapidement. Je suppose, c'est un des points communs. On retrouve Lily, Darren, Martin et d'autres personnages dans un tome 2 qui s'intitule La recouvrance. Dans ce tome 2, Lily, le livre commence par la vie de Lily parmi les humains. Et elle se rend compte quand même qu'elle a toujours un petit peu de difficultés avec sa santé, même si elle est vampire maintenant. Et en fait, il va y avoir un événement qui va faire découvrir à Darren, Martin et aussi à Lily qu'en fin de compte, si elle est comme ça, si il lui arrive tout ce qui lui arrive quand elle est humaine et maintenant quand elle est vampire, c'est qu'il y a une raison. Et donc ce deuxième livre qui est La recouvrance va être l'acte qui va faire qu'elle va devoir se recouvrer, et donc ça prend énormément de temps, et pour cela elle va devoir explorer son passé pour mieux comprendre son présent et surtout pour mieux s'accepter. Oui. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce mot recouvrance? En fait, c'est un mot qui existe, enfin, c'est pas vraiment un mot, c'est un nom. Ça définit des lieux en France, par exemple, ou des bateaux, des choses comme ça. Et c'est tiré d'un verbe français qui est très très vieux, qui est recouvrer, mais pas recouvrer dans le sens de récupérer de l'argent quand les gens ne payent pas, mais plutôt comme une renaissance, de revenir à un état qu'on avait avant et qu'on a perdu. D'accord. Voilà. Donc, très beau titre, très beau choix de titre pour ce deuxième tome. Mais Angélique, dans l'exil, donc dans le tome 1 d'Eclipsis, est en train de poser des actions qui vont avoir des conséquences dans le tome 2. Oui. Donc en fait, au début du tome 1, il faut savoir qu'il y a une multitude de mondes qui sont à l'équilibre les uns par rapport aux autres grâce à l'alliance entre deux lignées, une lignée de sorcières et une lignée de rois. Le petit souci dans cette situation, c'est que cette alliance, ça crée une énergie, mais c'est une alliance maléfique. Et donc, pour contrer cette alliance, Angélique va enlever l'héritier du roi, et elle va passer par une porte. Et cet acte, ça va entraîner un déséquilibre dans les mondes, et qui va avoir pour conséquence d'entraîner les mondes vers l'éclipsis. Donc pendant le tome 1, on suit Angélique dans son premier voyage, et dans le tome 2, on la retrouve avec une éclipsis plus ou moins retardée. Donc, voilà. Comment peut-on définir le mot éclipsis? Est-ce que c'est une sorte d'éclipse solaire, lunaire, planétaire? Dans l'idée, oui. Dans l'image qu'on peut s'en faire, oui, parce que les mondes sont à l'équilibre et l'éclipsis menace cet équilibre. Donc si l'éclipsis arrive, c'est illustré sur la couverture, les mondes s'entrechoquent en fait. D'accord. Tome 2 qui devrait sortir en septembre 2014. En septembre 2014 et qui s'intitulera L'Alliance. L'Alliance. Vanessa, tome 1 qui est sorti, donc Le Miroir de Borgotte, et qui va avoir plusieurs suites. Oui, normalement 4 livres vont suivre. Le deuxième tome, donc Les Héritiers de Dragos, sortira normalement au mois de novembre 2014. Et donc la suite des aventures se base sur les générations. Sur les générations qui se suivent, on retrouve les personnages principaux, mais forcément ils ont évolué, ils ont vieilli aussi. Et donc les 5 tomes travaillent sur les différentes générations. Alain, Ginelli, François dans la prophétie de Kemenou, donc voyage dans le temps, évidemment à travers son armoire, et il va y avoir une suite, un tome 2. Que va-t-il se passer dans ce tome 2? Donc dans ce premier roman, il s'agit de familles particulières qui ont un don, et François, le fils de François, Romain, va hériter de ce don et va aussi être capable de voyager dans le temps. L'astuce de ce livre, ça a été de pouvoir mettre en parallèle différentes époques tout en respectant le caractère des personnages. Voilà, donc
Et la suite, ce sera aussi, bien sûr, comme dans ce premier livre, donc un petit garçon, l'amitié entre un petit garçon et une petite fille, qui vont permettre, à travers leur courage, de réaliser une prophétie, de réaliser un miracle. Et ce miracle, c'est sauver des vies, en fait. D'accord. Et ce petit garçon qui s'appelle Romain a un lien avec François. Oui, puisque c'est son fils. Voilà, donc lien de parenté. Vos livres s'adressent à tout public. Sylvie? Le miracle, je dirais qu'il s'adresse à tout public. La recouvrance, ça commence à être un peu plus délicat, il faut quand même être Public averti. public averti, pour certains passages uniquement. Alain? Moi, il s'adresse à un public plutôt de grands adolescents et d'adultes. D'accord. Émilie? À partir de 13-14 ans. Très bien. Vanessa? Je croyais au départ que c'était pour adolescents et adultes. Je me suis rendu compte que mes élèves le lisaient aussi, donc je vais dire à partir de 10 ans. Je mettrai des réserves sur le tome 2 qui, là, est plutôt réservé aux ados. À partir des grands ados. 2 romans fantastiques de Pierre Armand Cajot, Le Royaume de Zoulou, le tome 1, Le Sorcier des Ténèbres, et le tome 2, La Menace oubliée. Également un récit fantastique dans lequel un petit garçon va voyager. Et grâce à tous ces voyages à travers les mondes, il va se découvrir. Donc je tenais quand même à présenter Pierre Armand Cajot, qui est connu de nous tous. Tu peux nous lire un petit extrait? Quand il vous semblera avoir appris de tout, qu'il ne restera plus rien à découvrir, que vous restera-t-il? Alors que vous aurez toujours très bien vécu, et quand pour chacun d'entre vous, la vie sera facile, que vous restera-t-il? Alors que tous vos enfants, du plus petit au plus grand, ouvriront leurs portes vers cette profonde lumière, que leur restera-t-il? Ô impassible regard, aliénation de l'espoir, qui nous détruit, nous anéantit, souvent nous glace le sang et nous ouvre le chemin vers un monde obscur, que te restera-t-il alors? Probablement rien, ou peut-être tout de cette ferveur de vivre, tant elle nous est mystérieuse, incompréhensible, et que nous soyons toujours animés, bien au-delà des ondes. Sylvie, quels sont tes projets littéraires du moment? J'ai 3 projets en ce moment qui se bousculent dans ma tête. Le premier, c'est le 3e tome des Aventures de Lily et d'Arène. Ensuite, j'ai un autre roman qui est en écriture qui parle d'une relation entre guillemets entre une grand-mère et sa petite fille, tout en sachant que la grand-mère est en fait décédée et qu'elle communique avec sa petite fille par le biais de lettres ou d'autres choses que je ne peux pas dire. Et le 3e roman, c'est un roman, c'est un petit peu difficile à définir, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi, parce que déjà, c'est pas un roman qui est raconté en jeu comme pourrait l'être Lily. C'est vraiment une vue d'ensemble d'un monde différent. Ça reste du fantastique, mais c'est vraiment très très réel. En fait, je crois que c'est un dialogue avec la mort et voilà. À découvrir. Ouais, voilà. Ça s'appelle pour l'instant le livre des âmes. Et en dessous, j'ai écrit J'humanise la mort. Donc c'est spécial. Tout un programme. Mais alors, les lecteurs pourront vous rencontrer à Aubel le 4 mai, à Manage le 17 mai, Erqueline le 20 juillet, Blény 18 et 19 octobre, Valjoly 15 et 16 novembre et Mons 22 et 23 novembre. Merci à vous 4 d'être venus dans cette première émission de la Petite Librairie, produite par Acrodacro Livre et réalisée par Laurent Nisette. Je remercie également les artistes Adélaïde Danca, peintre et photographe, ainsi que Grégoire Charlier, sculpteur sur pierre bleue, pour leurs œuvres exposées au Centre littéraire et artistique Acrodacro Livre.